De finale de la Ligue des Champions, provoquant notamment le renvoi de Laurent Blanc. On va évoquer ce choc sous l'angle un peu géopolitique avec Emmanuel Razavi, journaliste. Bonsoir Emmanuel, vous êtes auteur. Bonsoir, merci de me recevoir. De Qatar, les vérités interdites aux éditions de l'Artilleur, sorti en 2017. Vous êtes patron également de la rédaction filmmedia.com. Vous avez vécu longtemps au Qatar, à peu près 3 ans. Lors des éliminations, on s'est eu au téléphone, lors des éliminations piteuses de Paris en Ligue des Champions. Donc l'émir est agacé, mais ce qui l'agace le plus, ce sont les réactions des médias voisins, et notamment donc des Émirats arabes unis. Est-il vrai que les articles de l'équipe étaient traduits par les médias locaux et quelles étaient les intentions politiques des voisins du Qatar ou du voisin du Qatar ? Alors oui, c'est intéressant ce que vous racontez parce que oui, les articles en fait certains articles du journal de l'équipe ont été traduits effectivement aux Émirats arabes unis, mais pour deux raisons. Alors d'abord et d'une parce que l'équipe a une renommée, je dirais, au-delà des frontières françaises. C'est une réalité qu'en général, lorsque les Émirats arabes unis, qui sont, j'allais dire, l'ennemi aujourd'hui déclaré du Qatar, on reviendra sur les raisons pour lesquelles les deux puissances sont antagonistes. Le fait de plagier ou de traduire, si vous voulez, des articles d'un grand média qui est très renommé en fait en France, a fortiori sportif, sert leur stratégie d'influence. Plutôt que d'aller repomper les articles, si vous voulez, de blogs, de deuxième zone, ils vont chercher des grands médias, ils republient en fait leurs articles pour se cacher derrière et dire, vous voyez, un grand journal de renommée nationale, en France en plus, c'est important quand même, parce que la France rayonne dans le Golfe Persique, voilà, prend telle ou telle position, sous-entendu, telle ou telle position, contre l'émir ou l'émirat du Qatar, notre ennemi. Donc l'équipe devient, en fait, malgré elle, si je puis dire, un outil de soft power dans la lutte qui oppose les Émirats arabes unis, comme vous l'avez dit, à l'émirat du Qatar. Emmanuel, dans l'équipe du jour, sous la plume du journaliste Alban Traquet, on apprend que le Qatar ne subit plus depuis janvier dernier le blocus de la part de ses voisins, un blocus donc diplomatique, on ferme les écoutilles, et puis un blocus également économique qui a duré donc 3 ans et demi. Alors, est-ce qu'il faut parler soit de vraie réconciliation ou de réconciliation de façade ? Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue. Aujourd'hui, de toute façon, les maîtres du jeu, en réalité, sont les Américains qui déterminent finalement ce que sont ou ce que doivent être les relations entre les différents Émirats en fait, du Golfe Persique, que ce soit les Émirats arabes unis, le Qatar, mais aussi le Royaume d'Arabie saoudite. Moi, je crois que pour le moment, c'est un réchauffement de façade parce qu'il y a un dossier particulièrement brûlant qui les oppose. C'est le dossier, en fait, qui est lié à l'organisation islamiste des frères musulmans. En deux mots, c'est une organisation islamiste dite islamo-révolutionnaire qui a été créée en 1928 en Égypte, qui est aujourd'hui considérée comme la matrice moderne du djihadisme contemporain. Et le Qatar a misé sa stratégie d'influence sur cette organisation qui est présente dans près de 70 pays en fait, à travers la planète, mais qui est très présente particulièrement, évidemment, dans les pays arabes. Donc, elle appuie une partie à l'extérieur, une partie de sa puissance diplomatique sur les frères musulmans, mais à l'intérieur aussi. Il faut savoir que les frères musulmans, aujourd'hui, ils sont considérés comme organisation terroriste par les Émirats arabes unis, par le Royaume d'Arabie saoudite en fait également, et que les Émirats arabes unis reprochent au Qatar justement de s'appuyer sur cette organisation terroriste. Ça, c'est pas prêt de changer parce que les deux Émirats ont des politiques radicalement opposées concernant cette organisation. On revient au sport. Je suis désolé Emmanuel, mais il y a un match, une demi-finale de Coupe d'Asie en 2019. Le Qatar gagne contre son voisin 4-0, les Émirats arabes unis. Le conflit sportif entre ces deux pays, est-ce que ça s'exerce plus maintenant, moins sur les clubs et plus sur les sélections nationales ? Non, mais le conflit sportif, si vous voulez, entre les deux pays, en fait, il s'exerce depuis 2017. Vous avez rappelé l'embargo qui a touché le Qatar, et évidemment les positionnements assez raides, qu'ont pris les Émirats arabes unis contre leurs voisins qatariens. Donc aujourd'hui, il faut bien percevoir que le football, mais globalement le sport, est un enjeu en fait de soft power, et je dirais même plus en fait de nationalisme en fait pour les Qataris, nationalisme exacerbé si vous voulez. Donc quelles que soient en fait les postures qui sont prises, quelles que soient les victoires d'ailleurs qui sont gagnées par l'un ou par l'autre, quels que soient les sports d'ailleurs, ça touche pas que le football, comme je l'ai dit précédemment, ça devient un enjeu en fait de lutte diplomatique. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le football finalement est devenu une vraie arme de soft power, mais au même titre que d'autres sports. Vous me faisiez une petite confidence, vous avez vécu au Qatar, vous alliez parfois, vous, personnellement, voir des matchs de football.
il n'y avait pas beaucoup de monde dans les stades, et en général, même lors des grandes victoires, les Qataris manifestaient, mais plus pour supporter le régime que vraiment supporter l'équipe et la victoire simplement sportive. Alors oui, c'est vrai que vous avez raison de le rappeler. Alors, c'est pas que moi, mais de nombreux Occidentaux qui sont allés voir les compétitions sportives au Qatar, en général, se retrouvaient bien seuls, dans des gradins très vides. Et en général, les Qataris remplissent en fait des bus d'ouvriers pakistanais, notamment, ou népalais, qui se retrouvent effectivement à combler le vide de ces gradins. Et effectivement, lorsqu'il y a une victoire du Qatar sur un autre pays, les manifestations qu'on peut voir dans la rue ne sont absolument pas des manifestations sportives parce que les Qataris suivent relativement peu le sport, ils sont assez peu sportifs en général, ce qui peut paraître paradoxal avec un État qui investit autant sur le sport et notamment sur le football. Mais là encore, ce sont des manifestations nationalistes. Je vous ai dit tout à l'heure un mot qui est très important, c'est nationalisme. Les Qataris sont des nationalistes, des islamo-nationalistes, ils le disent eux-mêmes, exacerbés. Et donc, encore une fois, ils font en fait du football aujourd'hui, bien sûr un enjeu de soft power, d'influence diplomatique, mais un enjeu de nationalisme. Chaque victoire, c'est celle de l'émir, c'est celle des stratégies de l'émir Tamim qui dirige le royaume. La semaine dernière, il y a Nasser Al-Khelaifi, le président délégué du Paris Saint-Germain, qui s'est signalé, qui a été perçu à dire par tout le monde comme le gardien du temple en ne ralliant pas le fameux projet, l'épouvantable projet de la Super League. City, l'adversaire donc de demain, faisait partie des rebelles. Dans une logique de soft power, vous avez rappelé, le Paris Saint-Germain a-t-il gagné une bataille importante ? Écoutez, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain a gagné une bataille importante parce que de ce que je connais de l'Émirat, mais aussi de toutes les décisions qui y sont prises, vous l'avez rappelé, j'ai passé 3 ans là-bas, donc je connais assez bien, je dirais, le tissu décisionnaire en fait du Qatar. Toutes les décisions qui sont prises par les entreprises, mais aussi par les clubs sportifs qui sont sous tutelle en fait du Qatar, toutes ces décisions, elles remontent au palais. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis, je ne sais pas qui, si c'est le PSG qui est victorieux de quoi que ce soit, c'est l'émir plutôt, c'est Tamim, le vrai patron. Alors moi, je n'ai pas peur de le dire, ce n'est pas forcément toujours politiquement correct, mais le vrai patron du PSG aujourd'hui, c'est l'émir du Qatar, c'est l'émir Tamim. Et c'était Emmanuel Razavi, journaliste, qui nous a apporté son savoir et ses lumières sur le Qatar.